et d'abord aux organisateurs de cette réunion. Donc une demi-heure, j'aurai des questions à poser sur ce qu'on a entendu ce matin, mais d'une certaine manière, ce dont je vais vous parler illustre les thèmes abordés par un autre biais. Donc peut-être on les posera après. On m'a demandé déjà qu'est-ce que signifiait la marotte des livres. J'ai changé de titre. La marotte, en français, c'est cet objet qui désigne le fou. Et celui-ci est du XVIe siècle et il est conservé au musée de Nuremberg. Mais en français, la marotte, c'est aussi, en psychologie, la folie qui consiste, par exemple, à consacrer sa vie à ramasser des livres ou autre chose. Donc c'est le double sens, la marotte des livres. Et je vais vous parler, essayer d'aborder cette question du paradigme de la bibliophilie et de la collection à travers, et de la rareté, à travers un exemple extérieur à la géographie méditerranéenne, à savoir celui du Narrenschiff, la Nef des Fous, Stultifera Navis, publié pour la première fois à Bâle en 1494, et qui était un livre remarquable à deux titres, un texte remarquable à deux titres. L'auteur Sébastien Brandt était professeur à l'université de Bâle, mais il a écrit en langue vernaculaire, ce qui n'est pas la règle. Un professeur n'écrit pas son œuvre en langue vernaculaire à la fin du XVe siècle, et c'est un livre qui a une forme particulière, qui a été extrêmement illustré et conçu comme devant être un livre illustré d'un certain modèle. Alors, maintenant, oui, je reprends ce qu'on disait ce matin. Nous sommes à ce tournant des XVe, XVIe siècles, devant un modèle culturel qui prend des dimensions bibliographiques et peut-être bibliophiliques. C'est la bibliothèque de la Renaissance, les grandes collections humanistes, soit, par exemple, une collection comme celle de Hartmann Schedel à Nuremberg, dont voici la pierre, le tombeau, Hartmann Schedel, à la fin qui meurt en 1514. Hartmann Schedel possédait 2 exemplaires du Narrenschiff, publiés en l'occurrence à Augsbourg, à la fin du XVe siècle. Bibliothèque de 700 imprimés et 1000 manuscrits, acquise en 1552 par Johann Jakob Fugger, et ensuite en 1571 par le duc Albert V Wittelsbach, le duc de Bavière, et qui est donc aujourd'hui à la Bayerische Staatsbibliothek. 10 000 volumes environ à ce moment-là, avec la collection Fugger. Ces exemplaires de la première édition allemande sont très rares. Parfois, ils sont d'ailleurs difficiles à repérer. Quand je suis allé à Fribourg, en Suisse, la bibliothèque de Fribourg est signalée comme possédant un exemplaire du Narrenschiff, édition originale, mais il se trouve qu'elle ne l'a pas. Cet exemplaire est en effet celui qui est à Washington et qui a été, on peut dire, probablement volé aux Capucins de Fribourg en 1943. Mais la provenance de Fribourg n'apparaît pas dans les catalogues de Washington. Donc, vraiment, il y a parfois des difficultés à retracer le parcours de ces exemplaires. Pour le chercheur, une difficulté considérable réside en Europe, en tout cas. Bien sûr, elle est générale aux États-Unis, mais en Europe aussi. C'est une difficulté qui se pose, celle du déplacement des collections après la guerre de 1945. La collection de l'université de Greifswald, aujourd'hui, enfin à l'époque, dans la République démocratique allemande, a été déplacée dès la période de la guerre par les nazis dans une petite localité, à l'époque en Silésie, ou en Posnanie, pardon, et aujourd'hui en Pologne. Elle a été déplacée pour la mettre à l'abri. Avec le déplacement des frontières,
La collection est restée en Pologne, elle est maintenant à la bibliothèque de l'université de Torun, ce qui fait que ces exemplaires du Narrenschiff, dont la généalogie, que leur généalogie associe tout à fait à Greifswald, se trouve aujourd'hui dans une géographie qui n'est pas exactement la leur. Ces collectionneurs, ces humanistes de la fin du XVe siècle qui pouvaient accueillir le Narrenschiff devaient s'informer. La question de l'information a déjà implicitement été posée ce matin, et cette information circule notamment dès la fin du XVe siècle à travers des grandes bibliographies ou des catalogues de livres disponibles. La principale de ces bibliographies est celle de Johann Tritheim, la bibliographie des textes d'auteurs ou portant sur des sujets relatifs à l'Église. Et dans cette bibliographie, on a déjà la notice des contemporains. Tritheim se fait une notice à lui-même et la notice de Sébastien Brandt, l'auteur du Narrenschiff, figure également dans la bibliographie de Tritheim. C'est en même temps, et peut-être ça joue un rôle pour la sociologie et les pratiques de solidarité de ces groupes d'humanistes, c'est en même temps, ces ouvrages sont en même temps une manifestation de la sociabilité de l'humanisme allemand développé en réseau autour de l'imprimé et notamment par la présence de pièces liminaires en nombre relativement considérable. Et parmi ces pièces liminaires de la biographie de Tritheim, on trouve un texte de Sébastien Brandt lui-même. Sébastien Brandt apparaît dans un très grand nombre de paratextes, en fait, de la fin du XVe et du début du XVIe siècle. On le retrouve aussi parmi les auteurs catalogués dans la grande bibliographie, bien sûr, de Konrad Gessner en 1545. Pourtant, le Narrenschiff s'élève lui-même contre la marotte des livres. Le Narrenschiff s'ouvre par la mise en scène du professeur, du docteur entouré de ses livres, et les premières lignes du prologue le disent « Je mène la danse des fous », traduction française, « Je mène la danse des fous car je suis bien entouré de livres, point lus auxquels je n'entends rien ». Et à plusieurs reprises dans le texte du Narrenschiff, on retrouve cette idée que la première justification de la bibliothèque, c'est son utilité. Il faut qu'il soit utile, et notamment dans une perspective de morale. Le livre est partout répandu, mais le monde n'en reste pas moins plongé dans la barbarie, dans l'ignorance et dans la nuit. Il vaut mieux moins de livres, un choix judicieux, à commencer par le livre des livres, à savoir la Bible. Le premier modèle est celui des bibliothèques humanistes, et la transition va se faire vers les bibliothèques de ce qu'on appelle dans l'espace de l'Europe allemande, la bibliothèque de l'Europe baroque. La question de l'articulation entre ces modèles resterait à préciser. Mais le Narrenschiff, dès le XVIe siècle, a vocation à entrer dans ces grandes collections des princes, comme les lecteurs de Bavière, ou dans les collections des grandes maisons nobles qui ont conservé dans toute cette géographie de l'Europe germanophone, l'Europe centrale, etc., un statut dérivé tout à fait de la féodalité, c'est-à-dire que ces nobles ont une ville de résidence dans laquelle ils sont installés, un château et une administration, une bibliothèque, etc. Toutes sortes de choses auxquelles nous ne sommes pas habitués de l'autre côté des Pyrénées, disons, chez nous. Donc il faut préciser que c'est vraiment un autre environnement. Et nous voici donc à Wernigerode. J'ai choisi des bibliothèques illustrant ces petites maisons nobiliaires. Ce sont les comtes Stolberg. Ernst zu Stolberg à Wernigerode rassemble dans la deuxième moitié du XVIe siècle, un ensemble de 4000 volumes qui va être progressivement augmenté dans des proportions absolument fabuleuses jusqu'à la Première Guerre mondiale. Dans cette bourgade, on peut dire du pied du Harz, à la veille de la guerre de 1914, la bibliothèque
des comtes Stolberg compte 1200 manuscrits, quelque chose comme 600 incunables exceptionnels et 120 000 imprimés. Et le comte possède évidemment un certain nombre d'exemplaires du Narrenschiff en latin, 3 exemplaires du Narrenschiff en latin. Voici un des exemplaires qui est aujourd'hui conservé à Genève, et 2 exemplaires d'édition en allemand, dont notamment la contrefaçon augsbourgeoise de l'édition de Strasbourg. Bien sûr, il faudrait s'arrêter à la plus grande de ces collections, dans laquelle on trouve évidemment plusieurs exemplaires du Narrenschiff, c'est la collection des princes de Braunschweig-Wolfenbüttel, les princes de Brunswick-Wolfenbüttel, Julius d'abord, August ensuite. En 1666, la collection compte 140 000 titres et 35 000 volumes environ. C'est vraiment des collections du modèle encyclopédique. Le modèle de la collection de cours baroque s'étend à la géographie du Nord, je pense à partir surtout du XVIIe siècle. Le chancelier suédois Magnus Gabriel de la Gardie possédait une bibliothèque extraordinaire. Il suffit de dire quand même que dans la bibliothèque de la Gardie, il y a le Codex Aureus, qui est un des monuments des manuscrits de l'histoire du livre. Et le Codex Argenteus, 4700 imprimés, plusieurs exemplaires du Narrenschiff, dont celui que j'ai cité ici. Là, nous sommes entre Stockholm et Uppsala, mais une des plus belles collections est aussi celle du Danemark, le comte Otto Toth, qui possède, quant à lui, alors des exemplaires de plusieurs éditions latines du Narrenschiff. Première édition latine, avec des provenances allemandes, contrefaçon augsbourgeoise en allemand, exemplaire acheté à Cracovie, 3 exemplaires de l'édition strasbourgeoise, de la 3e édition latine de Bâle et 1 exemplaire de l'édition parisienne des frères de Marneffe. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'un objectif d'abord scientifique. On ne cherche pas à acquérir un texte spécifique, on cherche à constituer une collection avec les variantes, les éditions d'un même ouvrage qui auront vocation à être réunies, de même que le collectionneur d'estampes collectionnera toute l'œuvre de tel ou tel artiste. Ce modèle va se prolonger jusqu'au XIXe siècle, comme on l'a vu d'ailleurs à Wernigerode, mais par exemple, comme on le voit aussi, avec la collection des York von Wattenburg dans leur petite résidence de Huls, la bibliothèque silésienne d'Huls, dispersée depuis, comptant à peu près, on l'évalue à 150 000 volumes, et qui possédait aussi 54 exemplaires des différentes éditions du Narrenschiff, des variantes, des éditions de Josbad, etc. Donc des ensembles réellement impressionnants. Le premier point présente un peu cette permanence des bibliothèques baroques, et en effet le fait que les chronologies ne sont pas les mêmes, que nous aurons malgré tout dans une grande partie de l'Europe, et peut-être aussi en Angleterre, des pratiques de collection à la veille de 1914 qui sont absolument plus du tout présentes dans les mêmes conditions en France. La deuxième partie abordera ce qu'a déjà évoqué notamment Jean-Marc Châtelain, à savoir la bibliophilie au sens classique du terme. Et l'idée, en effet, de la rareté. On a évoqué ces questions tout à l'heure. Nous sommes au XVIIe et surtout au XVIIIe siècle, et le premier rôle est tenu par les grands catalogues de vente et les manuels ensuite spécialisés de bibliographie, avec les noms qu'on a cités ce matin. Peut-être on n'a pas cité les libraires Martin à Paris, mais on a cité De Bure, bien sûr, et les collectionneurs, qui pour moi me posent une difficulté dont on pourra peut-être parler. Je ne crois pas un instant que le comte Karl-Heinrich von Hoym, quoique très cultivé, ait eu les connaissances susceptibles de lui permettre de rassembler une bibliothèque telle que celle qu'il a rassemblée. Je pense qu'il faut poser aussi la question par derrière, qui sont les intermédiaires qui ont, par exemple, travaillé pour le pape ou pour le nonce pontifical à Cologne,
en plus dans un environnement géographique et géoculturel dont il n'était pas a priori familier. Il faut malgré tout des gens qui sont reçus dans la communauté des libraires et qui savent ce qu'on peut trouver et dans quelles conditions on pourra le trouver. Voici donc la collection du comte de Rheim qui possède en effet plusieurs éditions du Narrenschiff qu'on retrouvera tout à l'heure. On a évoqué également le cas de la biographie instructive de Guillaume de Bure, le cas de la bibliothèque de Guégnat, qui a en effet joué un rôle essentiel. Et il y a là une autre difficulté qui m'est apparue. Ce modèle de la bibliophilie, entre guillemets, à la française, a été exporté à l'époque des Lumières un peu partout. Et finalement, il ne correspondait pas aux conditions de la collection, par exemple pour parler du Narrenschiff en Allemagne, parce que les collectionneurs français, les spécialistes, les bibliothécaires, les libraires, etc., les bibliographes ne connaissaient pas ces éditions allemandes et ne connaissaient pas, même pas peut-être le fait que le texte a d'abord été publié en langue vernaculaire. Je veux dire, l'exportation du modèle de la bibliographie à la française me pose un certain nombre de problèmes. Il est clair, mais il pose des problèmes. Et bien sûr, la grande collection du duc de la Vallière, dont on a également parlé, qui fait l'objet de 2 grandes ventes, dont la deuxième. Dans chacune de ces ventes, en 1767, le catalogue présente 4 éditions du Narrenschiff. Et dans la deuxième vente, à la mort du duc, on trouve également un autre ensemble d'exemplaires du Narrenschiff, 1783, 6 exemplaires de 5 éditions différentes en latin et en français, outre les éditions de la Nef des Fous du Narrenschiff chez Josbad. Donc vous avez un certain détail sur les photos prises dans le catalogue. Certains de ces exemplaires, je les ai retrouvés à Vienne. Ils ont été achetés par la Hofbibliothek et ils sont aujourd'hui à la collection de la Bibliothèque nationale d'Autriche. Je vais abréger pour rester dans les temps, mais il y a deux conséquences particulières dans cette pratique des catalogues. La première, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est de souligner à la limite la méconnaissance des bibliographes. Le Narrenschiff, ça m'a d'abord surpris. En réalité, c'est parfaitement logique. Il est classé avec la poésie latine contemporaine, c'est-à-dire moderne. Je n'aurais pas a priori cherché le Narrenschiff dans la poésie latine contemporaine, mais c'est tout à fait logique, puisqu'aussi bien c'est un texte qui sera traduit en latin et que même théoriquement, on peut dire, la traduction latine a finalement assez peu à voir avec le texte original allemand. Donc il y a tout un système de classement que j'essaye de reconstruire, mais qui montre aussi comment ces différents paradigmes se sont déplacés dans la systématique des connaissances et comment un certain nombre de domaines, par exemple littérature des pays de l'Europe du Nord, sont apparus avec une chronologie évidemment plus tardive. Le troisième point, c'est on a aussi abordé ce matin en fait, c'est le cas du vernaculaire, la bibliophilie du vernaculaire. La première édition du Narrenschiff en français est probablement sortie. Narrenschiff a d'abord été publié en allemand, je le rappelle. Il a été ensuite traduit en latin une année plus tard, 2 ans plus tard. Et il a été ensuite traduit dans 2 langues vernaculaires, à le français, 3, le français d'abord, le néerlandais ensuite, le flamand publié à Paris, et puis surtout l'anglais à partir du début du XVIe siècle. Donc la première édition du Narrenschiff en français est sortie à Paris au tout début de l'année 1498. Et elle est très vite un objet de distinction, puisqu'on en conserve un certain nombre d'exemplaires imprimés sur vélin, sous l'égide notamment d'Antoine Vérard, qui fait peindre sa marque à la place du colophon de ses confrères pour le présenter au roi. Le Narrenschiff, dans l'édition que conservez chez vous,
la Nef des Fous, on va dire en l'occurrence, avait été réalisé, cet exemplaire a été réalisé pour le roi et est entré dans la bibliothèque de Louis XII et on le retrouve à Blois dans la bibliothèque personnelle, puis ensuite dans la bibliothèque personnelle de François Ier. Donc voici cet exemplaire tout à fait exceptionnel qui rentre dans la librairie de chambre de François Ier. Van Pratt, dont le nom a été cité tout à l'heure, signale un autre exemplaire, également sur vélin, enrichi de miniatures, etc. Maintenant, j'ai travaillé un peu sur l'exemplaire conservé à Dresde, et je précise tout de suite, cet exemplaire de Dresde, c'était celui de Karl Heinrich von Heim, qui est arrivé à Dresde ensuite. Il est tout à fait exceptionnel, avec une impression sur parchemin réglé, des enluminures, il sort de l'atelier de Vérard, il a une reliure, j'avoue, en maroquin rouge à long grain, donc tout à fait XVIIIe siècle, très belle, et il a été probablement enluminé, voici la page de titre. J'ai essayé d'identifier les armoiries que les collègues de Dresde n'avaient pas identifiées. Je pense qu'il est appartenu à la famille d'Albret, qui est liée, comme vous savez, à la future dynastie royale quand Henri IV montera sur le trône. Donc on est au tout début du XVIe siècle. Il est entré au XVIIe siècle dans la collection de Colbert. Donc il a été catalogué par Baluse. La collection est mise en vente en 1728 et en 1728, Karl Heinrich von Heim est à Paris. Il achète cet exemplaire avec un certain nombre d'autres de Colbert. Il consacre 31 000 livres, c'est une très grosse somme, le comte de Heim consacre 31 000 livres à ses acquisitions, à ses achats à la vente Colbert. Donc c'est vraiment des sommes considérables. Et cet exemplaire, après le suicide de Heim, dans des conditions assez particulières, cet exemplaire de Colbert est acquis pour 133 livres à Paris, à la vente Heim, par le comte de Brühl, le nouveau ministre de Saxe. Alors, en l'occurrence, il est bien évident que l'intérêt bibliophilique fait l'objet d'une forme de concurrence entre ces personnalités et que cette concurrence a aussi une dimension politique, c'est-à-dire que le comte de Heim est mort en prison en Saxe et le Premier ministre a acquis sa bibliothèque. Bibliothèque de 70 000 volumes conservée au Palais japonais de Dresde. Voici la bibliothèque de Brühl. Et pour abréger autant que possible, je voudrais dire que dans le cas de Brühl, les intermédiaires apparaissent très clairement. Brühl emploie dans sa bibliothèque des spécialistes de haut vol, comme aurait dit mon vieux maître Henri-Jean Martin, c'est-à-dire il emploie Karl Heinrich von Heinecken, qui est un bibliothécaire, directeur du cabinet des cuivres de Dresde et qui a laissé un nom dans la bibliographie allemande, et il emploie aussi un personnage qui est Christian Gottlob Heine, qui est d'abord une sorte de secrétaire à la bibliothèque de Brühl, mais qui finira sa carrière comme professeur à l'université de Göttingen. Que nous dit Heinecken de l'exemplaire Brühl, vous voyez? Non, je vais abréger. Les Français ont perdu l'exemplaire. On ne sait pas où il est. De Burle dit, il y a eu autrefois, vous voyez, un exemplaire sur vélin de la bibliothèque de M. le comte de Heim, mais cet exemplaire est perdu. Par contre, les intermédiaires de Dresde savent parfaitement de quoi il s'agit. Et je rappelle qu'un troisième personnage intervient ici, c'est Johann Georg Theodor Greiss, qui lui aussi a laissé un nom dans la bibliographie savante. Le manuel de Greiss se retrouve dans toutes les grandes collections comme un usuel de travail. Alors, ces exemplaires, on en trouve, des exemplaires de cette édition, on en trouve à Turin, à la Bibliothèque royale, on en trouve à Vienne, comme je le disais, provenant de la collection d'Eugène de Savoie,
et dans un certain nombre d'autres bibliothèques, y compris chez des amateurs. Et là, je retrouve votre chronologie, en l'occurrence Léon Caiava, et nous sommes en province en 1845, dans la province française. J'en ai presque terminé, j'arrive à mon dernier point. Le quatrième temps, c'est celui de la philologie pour moi. Parce que là, les intérêts vont se déplacer de manière tout à fait évidente. Je pense que le comte von Hoym n'avait pas les mêmes compétences que, par exemple, Karl Graes dans ce domaine. Et à partir de la fin du XVIIIe siècle, mais antérieurement, dans un certain nombre de cas, le Knarrenschiff est collectionné pour sa dimension de monument de la littérature, qui va devenir une littérature entre guillemets nationale. Donc, à l'extérieur de l'Allemagne, ou les pays allemands, le Narrenschiff est connu d'abord, presque essentiellement, par ses éditions latines, et dans une moindre mesure par des exemplaires en français. C'est le cas notamment en Italie ou en Espagne. Les exemplaires allemands sont de toute manière beaucoup plus rares. Selon quelle chronologie les choses se sont-elles faites? Comment ces exemplaires d'édition en langue allemande ont acquis un statut spécifique? Il est difficile de répondre à ces questions parce que ces exemplaires sont très rares et donc on a peu de cas d'espèce pour s'appuyer. Cependant, le monument des monuments, c'est bien sûr la première édition. Première édition de 1494. Il n'y en a pas 12 dans le monde. Il est pratiquement toujours conservé dans les grandes bibliothèques princières ou les bibliothèques d'État. Donc le premier exemple est celui de l'électeur de Prusse à Berlin, qui a fait acheter un exemplaire de provenance nurembergeoise, non sans intérêt, puisque, comme le disait Jean-Marc Châtelain, il y a aussi l'ex-libris de Lucas Cranach dessus, ce qui n'est pas un élément négligeable. L'électeur de Prusse, nous sommes à la fin du XVIIe siècle, en l'occurrence. L'exemplaire de Darmstadt que j'ai eu dans les mains, c'est la bibliothèque grand-ducale de Hesse. Et là aussi, c'est un exemplaire qui a été acheté parce que la bibliothèque du prince doit avoir ce type de littérature. L'exemplaire de Dresde que vous avez ici est extrêmement intéressant parce qu'il fait l'objet d'un commentaire significatif. Au passage, ceux qui ne sont pas familiers avec le Narrenschiff voient que la page de titre a radicalement changé entre les différentes éditions. Le titre classique du Narrenschiff que tout le monde connaît n'est pas celui d'origine. Le Narrenschiff de 1494 a cette page de titre en 2 registres. Eh bien, Heineken, j'aurais dû le traduire, Falkenstein explique que cet exemplaire, sehr selten, c'est très rare, Bâle, Johann Bergmann von Olpe, 1494. Au milieu du siècle dernier, le grand connaisseur von Heineken a donné 50 thalers pour l'acheter. Il a fait faire une reliure sur parchemin et il a 117 miniatures. C'est l'exemplaire que nous avons vu tout à l'heure. Et ensuite, on développe les autres exemplaires présent à Dresde. Mais le premier, c'est celui-ci, sehr selten, très rarissime, les grandes éditions d'origine. Ces exemplaires commencent à faire l'objet d'études dans le même temps. Une des premières est peut-être celle publiée par Jacob Wencker à Strasbourg en 1713, qui reprend les archives de la ville et qui publie un certain nombre de pièces relatives à Sébastien Brandt et au Narrenschiff. Mais le modèle, fondamentalement, je crois, se déplace. L'axe fondamental, l'axe central du changement de paradigme, c'est en Saxe, entre Weimar et Leipzig, que s'opère cette identification du Narrenschiff comme un texte fondateur d'une littérature nationale allemande. La bibliothèque de Weimar conserve l'exemplaire de Johann Christoph Gottsched, édition strasbourgeoise, avec une mention d'appartenance. Et ce personnage, Johann Christoph Gottsched, c'est un des fondateurs de l'histoire littéraire allemande, et à plusieurs reprises dans ses œuvres, il revient sur
il assigne réellement au Narrenschiff une position fondatrice dans la généalogie de cette littérature en cours de définition. Alors, pour citer les autres, à côté de Gottsched, qui avait plusieurs exemplaires du Narrenschiff dans plusieurs éditions et dont la collection a été achetée par la Grande-Duchesse de Weimar, d'autres noms doivent être retenus. Un personnage comme Gleim, à Halberstadt, était un ami de Klopstock, de Mendelssohn, de Herder et d'un certain nombre d'autres, et lui aussi a recherché et s'est procuré des exemplaires du Narrenschiff en allemand. Un personnage comme Wieland, l'éditeur du Deutscher Merkur, c'est le même phénomène. Et on a vraiment le sentiment qu'à partir de cette fin du XVIIIe, le déplacement des curiosités est tout à fait évident et va aboutir d'ailleurs au travail non plus de Wieland pour le coup, mais des frères Grimm qui vont intégrer le vocabulaire du Narrenschiff dans leur grand travail de lexicographie de la langue allemande à la fin du XVIIIe et jusqu'au début du XIXe siècle. J'en ai terminé. Rassure-toi, Maria-Louisa. J'en ai terminé. J'ai simplement mis pour vous le montrer un certain nombre de... Vous voyez que ça pose des problèmes sur lesquels je discuterai bien volontiers. Quelques autres exemplaires pour montrer que c'est peut-être ce paradigme de la bibliophilie, à coup sûr, n'épuise pas l'éventail des logiques d'acquisition et de collection, bien entendu. Alors, l'exemplaire absolument fabuleux, pour le coup, conservé à Bâle, à la bibliothèque universitaire et municipale, la ville et l'université, c'est celui qui a appartenu à la famille Hammerbach. Il y a plusieurs exemplaires qui ont appartenu aux Hammerbach, dont celui-ci, avec, vous voyez, des commentaires qui montrent qu'il ne s'agit pas du tout de bibliophilie. Le Hammerbach avait acheté le texte latin comme support pour apprendre pour les enfants quand ils apprennent le latin. Donc c'est un support d'apprentissage du latin, en fait, un de ces exemplaires. Mais évidemment, il a pris une dimension peut-être pas bibliophilique, mais il est à tous égards exceptionnel. Le deuxième cas, un deuxième modèle, est celui de l'amour de la petite patrie. Et ça, c'est le cas qu'on rencontre surtout en Alsace, et peut-être autour de Bâle, mais je connais mieux, je crois surtout en Alsace malgré tout. On rassemble, Sébastien Brandt est strasbourgeois, il meurt à Strasbourg, c'est une des grandes figures de l'histoire de la ville de Strasbourg, et donc on collectionne ce qui se rapporte à ces grandes figures à la fin du XVIIIe siècle, mais parfois plus tôt. Cet exemplaire du Narrenschiff est conservé à Paris, à Sainte-Geneviève, à la bibliothèque Sainte-Geneviève, et il a été offert à un descendant de Brandt, à titre, en somme, de monument de l'histoire familiale et de l'histoire de la ville même de Strasbourg. Et on pourrait détailler d'ailleurs son contenu. Les exemplaires espagnols, conservés en Espagne, les vôtres, n'ont pas toujours les mêmes provenances, mais ils ont une particularité, comme d'ailleurs parfois en Italie, c'est que ce sont des exemplaires, ils correspondent à une géographie typographique qui n'est pas la même. Ce sont des exemplaires, c'est un choix d'exemplaires dans lequel la place des éditeurs français est beaucoup plus considérable. Les éditeurs allemands vendent dans une partie de l'Europe, mais ce qui est vendu vers le bassin méditerranéen transite visiblement, surtout par Lyon, je pense, et pour être conservé aujourd'hui, soit en Espagne, soit en Italie. Et ça veut dire une chose, ce sont des éditions rarissimes, beaucoup plus rares en tout état de cause que les éditions latines, bien sûr, notamment celle-ci de Lyon, avec 2 coquilles assez cocasses. Et puis, l'édition de Burgos, qui est extrêmement intéressante, qui est conservée dont vous conservez un exemplaire à la Complutense, que j'ai eu la chance d'avoir dans les mains, et qui montre aussi, avec une clarté pressée, un modèle, le transfert, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais le transfert du modèle du Narrenschiff de Bâle à Lyon, et en l'occurrence à l'Espagne du Nord, jusqu'à Burgos, quand on peut le montrer tout à fait clairement. Je termine avec un clin d'œil. J'ai eu dans les mains un exemplaire tout à fait unique, je dois dire, quoique beaucoup plus récent, du Narrenschiff, puisqu'il s'agit d'un exemplaire datant de l'époque de la République démocratique allemande,
dans lequel notre collègue spécialiste de l'édition allemande des 15e, 16e siècles, détourné l'image de la célèbre nef. Donc ce que vous avez, évidemment, c'était une chose qui devait rester totalement inconnue, sinon sa carrière aurait été faite et peut-être sa vie aussi aurait été compromise. Mais alors, le drapeau en haut, c'est le drapeau de la République démocratique allemande. Comme sur l'original, une des choses qu'on ne remarque pas toujours, tous les fous regardent vers l'arrière. C'est-à-dire que le bateau va dans un sens et tout le monde regarde de l'autre côté. On regarde systématiquement vers l'arrière et je n'ai pas le temps de le détailler, mais bien sûr, on reconnaît Walter Ulbricht, on reconnaît un certain nombre. Ce sont les grands hommes de la République démocratique à la grande époque du socialisme triomphant, disons. Et tous ces fous qui se rendent ad Narragoniam vers le pays des fous en chœur et en naviguant en marche arrière. Elle est belle, hein? Et on l'a déposée, il n'y a qu'un seul exemplaire. Bien sûr. 1000 merci de votre attention. 35 minutes.